Donc bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Pour les personnes qui ne connaissent pas, tu es traducteur dans le milieu de l'imaginaire depuis quelques années. Pas mal, oui. Tu as notamment travaillé pour Robert Laffont, Atalante, Le Béal, etc. Première question, est-ce que tu es d'accord avec Père Paul du Rastanti quand il dit qu'un traducteur doit être invisible pour le lecteur? En grande partie, oui. La meilleure traduction, disait le philosophe américain Douglas Hofstadter, qui a travaillé sur le sujet entre autres, c'est celle qui donne la voix, l'impression d'avoir été écrite dans la langue en français, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur n'ait pas l'impression de lire une traduction. Et comment tu en es venu à être traducteur et pourquoi spécialement les milieux de l'imaginaire? Ah ben, juste, je suis devenu traducteur parce que j'étais déjà dans le milieu de l'imaginaire. J'étais passionné de SF et j'avais un très très bon niveau d'anglais grâce aux Marvel Comics. Lorsque j'avais 18-20 ans, et petit à petit, il y a des amis qui faisaient des fanzines de SF qui m'ont demandé de traduire des textes, et de fil en aiguille, c'est des éditeurs professionnels qui sont venus vers moi, et je suis devenu traducteur par hasard et par passion. D'accord, tu n'as pas fait un parcours particulier, universitaire ou des choses du genre. Non, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, à l'époque où j'ai débuté, c'est-à-dire la fin des années 1970, ça n'existait pas tout simplement. Et maintenant, il existe Oui, des oui, parcours oui, oui. spécifiques si on veut devenir traducteur. Il y a beaucoup d'universités qui ont créé des masters des métiers de l'édition, donc ça couvre tout, éditeur, maquettiste, attaché de presse, traducteur, etc. Et ces dernières années, j'ai servi de tuteur de traduction, c'est le terme consacré, à des étudiants qui devaient rédiger leur mémoire pour obtenir leur master, quoi. Ça consiste en la chose suivante, ils choisissent un livre avec diverses contraintes qui ont évolué avec le temps. Ils choisissent un livre qu'ils doivent présenter et dont ils doivent traduire des extraits. Mon rôle dans le cadre de ce travail, c'est de recevoir leurs traductions, de les critiquer comme si j'étais un éditeur, d'échanger avec eux sur les méthodes, les techniques, et au bout du compte, en fin de parcours, de donner mon opinion à leurs professeurs, savoir exactement ce qu'on a fait, quelles qualités ils ont montré, etc., quoi. Bon. Alors que toi, les retours en fait que tu avais sur tes textes à l'époque, c'était les éditeurs qui te les donnaient. Ah oui, voilà, c'était bon. La première fois que j'ai vraiment travaillé pour un éditeur professionnel, c'est lorsque j'ai traduit une nouvelle pour Joël Ventrebert qui dirigeait alors Univers. Et bon, là, elle a commencé à me montrer ce qui allait, ce qui n'allait pas. Par la suite, quand j'ai pas mal traduit chez Albin Michel, j'ai pas tellement eu de retour, sauf quand quand je regardais les bouquins une fois imprimés. Et après, quand j'ai travaillé pour des gens comme Alain Dorémieux, Jacques Chambon, et un peu plus tard Gérard Klein, là j'ai eu ma véritable formation. Et quel est l'aspect le plus difficile pour toi de la traduction? Trouver du travail. En ce moment, oui, c'est bon. Mon cas particulier est un peu spécial puisque théoriquement je suis à la retraite depuis le mois d'avril, donc je suis moins stressé. Je continue de traduire ce qui me plaît, mais je n'ai pas besoin de chasser le contrat. Mais la traduction devient un métier de plus en plus difficile ces dernières années parce que les éditeurs se sont rendus compte qu'une traduction, ça coûtait cher. Et donc, on a vu, paradoxalement, et tant mieux pour eux, je parle du domaine de l'imaginaire où je suis compétent, on a vu apparaître de nouveaux écrivains français à qui on donne enfin leur chance, quoi. Parce que, en termes crus, l'investissement financier de la part de l'éditeur est moins élevé. Tu as beaucoup travaillé pour la collection Ailleurs et Demain, en traduisant notamment des auteurs comme Dan Simmons, Peter Hamilton. Comment s'opère, enfin déjà à l'époque, comment se sont opérés tes choix de traduction, et puis tu as déjà un peu partiellement répondu comment ils s'opèrent maintenant. Mm. Est-ce que c'est par affinité avec les auteurs? Ah ben, à l'époque où je traduisais pour gagner ma vie, je ne faisais que cela. euh, il m'arrivait rarement de refuser du travail, hein. Sauf lorsque c'était un travail que je ne pouvais pas faire dans les temps impartis parce que justement j'avais déjà un travail en cours. Bon. Ailleurs et demain, c'est Gérard Klein qui est venu me chercher parce que bon, il avait apprécié mon travail sur Dan Simmons chez De Noël. J'avais traduit L'échiquier du mal. Donc comme lui, il avait publié en même temps Hyperion et la chute d'Hyperion, il avait regardé ce que je faisais. Et bon, il ne m'a pas fait traduire Dan Simmons tout de suite, puisqu'il avait un traducteur attitré,
Mais sauf erreur de ma part, le premier livre que j'ai traduit pour lui, c'est La mer des tempêtes de John Barnes. Il a été très satisfait du résultat. Ensuite, il m'a confié Oblique de Greg Beer. Là, je me suis fait un peu remonter les bretelles. C'était un livre beaucoup plus difficile et je n'avais pas tout à fait le niveau. Mais on a continué notre relation. Et puis, bon, après, par la suite, bon, ben, j'ai traduit pour lui 2 livres de Dan Simmons, euh, Eiffelheim de Michael Flynn, et toujours dans sa collection, mais tout à fait en dehors de la science-fiction qu'il publie d'habitude, le Quatuor de Jérusalem d'Edward Whitmore, qui est un de mes plus grands souvenirs. Justement, c'est très bien que tu en parles, puisque j'allais dire que l'un des travaux les plus fabuleux, à mon sens, c'est la traduction monumentale du du monumental Quatuor de Jérusalem, d'Edward Whitmore. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette entreprise et puis le regard que toi tu as sur cet auteur? Alors, là, c'est encore une fois, c'est Gérard Klein qui m'a proposé le livre. Il m'a passé un coup de fil, il m'a dit, est-ce que tu as entendu parler de cette tétralogie? J'avais vu des critiques dans les revues américaines, ça avait l'air intéressant, mais il me dit, j'envisage de t'en confier la traduction, j'aimerais que tu les lises. Bon, ben, je les avais pas, je les ai achetés. J'ai commencé à lire J'ai lu le tome 1 en entier, j'ai lu la moitié du tome 2 et j'ai téléphoné à Gérard Klein, je dis oui, d'accord, tout de suite. C'est quelque chose de tout à fait éblouissant. Bon. Comment résumer le livre? C'est très difficile. Disons que c'est à la fois une histoire du Moyen-Orient de la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre du Liban dans les années 1980, vue sous des angles totalement bizarres et décalés. Il y a des aspects fantastiques, puisqu'il y a des personnages immortels, c'est un peu des références aux Mille et une nuits, il y a de la tragédie, c'est une histoire secrète, puisqu'on voit apparaître des personnages ayant réellement existé, ou d'autres qui sont proches de ceux que nous connaissons, etc. C'est en fait, l'histoire du Moyen-Orient au XXe siècle, c'est quelque chose de très complexe. Et là, on a un regard tout à fait décalé qui en donne une vision presque compréhensible et en tout cas fascinante. Et il reste un roman, je crois, de cet auteur qui n'est pas Oui, traduit. mais c'est un roman qui a quelques personnages en commun avec le Quatuor, mais qui est dans un contexte historico-géographique tout à fait différent, puisque ça se passe en Extrême-Orient, Chine, Japon, à une autre époque. Et pour être franc, c'était le premier roman de Whitmore et il est moins abouti. Donc Gérard Klein avait choisi de le mettre de côté et il n'a pas été traduit pour l'instant. Quels sont les auteurs que toi, personnellement, tu as pris le plus de plaisir à traduire? Les auteurs que je prenais le plus de plaisir à lire, hein, Poul Anderson, Lucius Shepard, Dan Simmons avant notre rupture, et puis bon, il y a la quantité d'autres. Plus récemment, là c'est pareil, c'est l'éditeur qui est venu me voir, qui m'a proposé un auteur que je connaissais absolument pas. Donc Gilles Lumet, à l'époque où il dirigeait Lune d'encre, me dit, est-ce que tu connais Vandana Singh? Pas du tout. Ben, je t'envoie le bouquin, j'aimerais que tu le traduises. Bon, c'était un recueil de nouvelles, il m'envoie le livre, j'en lis un peu un tiers, et puis je lui dis oui, d'accord, tout de suite. Et voilà. Et puis encore plus récemment, même si ça a été un livre d'une tonalité très différente et parfois très très dur, La bibliothèque de Mountchar de Scott Hawkins, qui est bon, comme on dit aujourd'hui, c'est une expression que j'aime pas, mais c'est une véritable claque. Euh, alors, je sais que c'est une question un peu difficile, mais de quelle traduction tu dirais que tu es le plus fier ou que tu te souviens le plus? C'est vrai que bon, je pense que si je dois des ex-aequo, Bien sûr. alors le Quatuor de Jérusalem, le Dragon Griol et le Calice du Dragon de Lucius Shepard, et puis parce que bon, là c'est une traduction que j'ai pas été le seul à faire. J'en ai fait les 3 quarts parce que le premier quart existait déjà, l'ensemble de la patrouille du temps de Poul Anderson. Et c'est parce que Et tu aimes les textes ou parce que ça t'a donné particulièrement du fil à retordre? les deux, mon colonel. Bon, le traducteur doit aussi, dans un certain sens, avoir un certain sens de l'écriture, et je crois que tu t'y es toi-même essayé à l'écriture par le passé. Je me suis rendu compte très très vite, je me suis essayé aussi dans un passé plus lointain au dessin, et j'ai très vite compris que le dessin comme l'écriture, si on voulait aboutir à quelque chose
comment dire, de correct, qui puisse être apprécié par tout le monde, il fallait y consacrer tout son temps. C'est un métier. Dessinateur, c'est un métier. Écrivain, c'est un métier. Traducteur, c'est un métier. Il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai préféré la traduction parce que c'était là que que ça marchait bien, que j'avais de la demande. Les dessins, j'en ai fait qu'en amateur, et puis en dessin, il faut des bases, en bande dessinée, il faut des bases, et je les avais absolument pas, je me rends compte avec le recul maintenant. Je faisais des jolies choses, mais qui n'avaient pas de fond, qui n'avaient pas de substance. Euh, C'était une impasse pour moi, même si c'était agréable. Et l'écriture, j'ai eu des textes refusés, j'en ai eu quelques-uns acceptés, je me suis rendu compte que euh, il fallait que je consacre tout mon temps à ça, et bon, j'avais pas envie. Bon, Même à présent. non. Ben, à présent, c'est toujours pareil. Je considère toujours que c'est un métier, et donc il faudrait d'abord que je me forme. Bon, là, j'ai pas envie. Je préfère continuer à faire ce que je sais faire, mais en faisant mes choix, en travaillant de façon plus décontractée. Bon, je suis traducteur, je resterai, quoi. Autre rôle que tu as déjà endossé par le passé, tu as déjà été aussi anthologiste. Donc, vu que c'est quelque chose qu'on connaît vraiment peu en France, comment on choisit les textes pour un ouvrage et est-ce que ça se limite à choisir un texte, à choisir des textes pour l'anthologie? Euh, c'est un travail très délicat. Alors, on est bien d'accord que anthologie, dans notre esprit, c'est un ensemble de textes, mais parfois du même auteur, mais qui n'existe pas tout fait aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est moi. Bon, alors là, je viens de travailler sur un livre qui me tient beaucoup à cœur et qui va sortir à la fin du mois. C'est donc un recueil composé par moi-même, mais de nouvelles d'un seul auteur qui s'appelait Joel Lane, qui était un auteur britannique de fantastique, un des plus appréciés dans son pays et qui malheureusement est décédé prématurément en 2013. Et j'avais toujours regretté, parce que c'est un auteur que je suivais en tant que lecteur depuis quasiment ses débuts, j'avais toujours regretté de ne pas avoir pu le publier en France, de ne pas avoir les moyens, les ouvertures, les créneaux, etc. Et là, suite à une discussion sur Facebook où je m'ouvrais de ce regret, mon ami Benoît Domis, qui dirige Dream Press, m'a dit: mais Jean-Daniel, moi le recueil, je le publie. Donc on s'est mis d'accord, j'ai attendu un petit moment parce qu'il a fallu relire les œuvres quasiment complètes de Joel Lane que j'avais. Benoît Domis, alors là voilà la première contrainte, l'éditeur me dit: il me faut un volume de telle grosseur. Moi j'aurais voulu commencer par, je dis, on va d'abord jouer la prudence, un petit bouquin mais quand même bien représentatif. Il me dit: non, 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 il faut frapper un grand coup, tu me fais... en tout, il y aura 30 nouvelles, quoi, mais ce sont des nouvelles très courtes. Et donc, il a fallu que je relise tout Joel Lane. Je me suis aperçu, il le disait lui-même, qu'il avait quand même une thématique très très forte dans un certain sens. La moitié ou deux tiers de ses nouvelles étaient dans ce registre, dans cette thématique. Il avait un peu conscience lui-même, il le disait dans une interview, que ça peut risquer de lasser le lecteur. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un sommaire plus varié. Donc je me suis intéressé à des textes qu'il a écrits qui sont d'aussi bonne qualité, mais qui sont des hommages. Un hommage à Lovecraft, un hommage à Robert Howard, un hommage à Fritz Leiber, etc. Donc j'ai un peu épicé le sommaire de tout ça. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de comment dirais-je, de choisir une sélection représentative tout le long de sa carrière, quasiment de ses débuts jusqu'à quelques récits posthumes, et en privilégiant la qualité. Et de temps en temps, je voyais des textes qui se ressemblaient, qui traitaient un peu la même situation, les mêmes personnages. Alors je me disais, est-ce qu'il y a une résonance ou est-ce qu'il s'est répété? Et dans ce cas-là, si je trouve qu'il s'est répété, quel est le meilleur, quel est celui qui a le plus d'impact? Bon. Et une fois que j'ai eu fait ma présélection, je me suis mis à le traduire, et en traduisant, j'ai été amené à bouleverser l'ordre du sommaire, parce que, tiens, ce texte-là, je l'ai mis ici, il aurait mieux valu le placer là. Donc le produit fini, entre guillemets, que j'ai remis à Benoît Domis dans les délais, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, c'était absolument, enfin, pas tout à fait ce que j'avais envisagé au début, mais tout y est, mais j'espère dans un ordre de lecture, avec une progression qui donne plus de force au texte. C'est un travail d'équilibrisme. Bon, là prochainement, je ne sais pas encore quand, c'est un projet à long terme, je vais sans doute faire une nouvelle anthologie de Poul Anderson pour le Bélial, puisque Le Chant du Barde
on avait voulu insister sur les récits primés, et les récits primés du Chant du Barde, c'est quasiment tous des novellas, des courts romans. Donc on avait fait un recueil de, je sais plus, 7 ou 8 ou 9 novellas, ce qui nous avait amené à écarter des nouvelles courtes de Poul Anderson, soit des classiques indisponibles, soit des inédits, que maintenant on va pouvoir présenter dans un nouveau cadre. Et là c'est pareil, il y a des contraintes, et il faudrait proportion d'inédits, proportion de réédition, parce que bon, le coût de la traduction, etc., ça revient moins cher, entre guillemets, de prendre une traduction existante, d'en acheter les droits et éventuellement de la rafraîchir, que de faire une traduction nouvelle. Donc tout ça, c'est des contraintes, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Bon, l'un des événements de ce festival, c'est les États généraux de l'imaginaire. Toi, quel regard tu portes aujourd'hui sur le milieu par rapport à ce qu'il était auparavant? Alors, les États généraux de l'imaginaire, malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette réunion puisque j'avais des tables rondes à animer, donc je sais pas ce qui s'est dit, j'attends de lire les comptes rendus. L'évolution de l'imaginaire ces dernières années, il y a des choses qui bougent. Il y a 10 ans, il aurait été inconcevable que tous les éditeurs qui se réunissent sous cette bannière puissent travailler ensemble. Il y avait des rivalités, des concurrences, etc. Là, je pense que l'état d'esprit est en train de changer. Moi, il y a des années, dans une éditoriale de Galaxy qui avait fait couler pas mal d'encre, j'avais dit qu'il fallait transformer le ghetto en forteresse. Eh ben, les gens m'ont donné tort, ils avaient raison de me donner tort. Je pense qu'au contraire, il faut élargir les murailles du ghetto. Et un festival comme celui-ci permet de montrer que c'est en cours, ça réussit. Et il y a une chose qui a énormément changé. Alors, est-ce que c'est 5, 10 ou 15 dernières années, j'en sais rien, mais aujourd'hui on voit le résultat. C'est que dans les festivals, dans l'édition, les livres qui sortent, les auteurs qu'on publie, les gens qui interviennent aux tables rondes, les gens qui sont dans le public, il y a énormément de femmes. Il y a 10, 15 ans, il n'y en avait aucune. Je discutais tout à l'heure avec Sarah Doc, on échangeait cette impression. Elle m'a dit, mais la première fois que je suis venu aux Utopiales, me dit-elle, parmi tous les participants aux tables rondes, on n'était que 7 femmes. Donc c'est un énorme chemin parcouru. Et je veux dire, ça, pour moi, c'est tout positif. Je veux dire, enfin, la science-fiction n'est plus une littérature de mecs, n'est plus seulement une littérature de mecs. Il y a des extraterrestres parmi nous, il faut les accueillir. Tu m'as déjà partiellement répondu à cette question, mais sur quel projet travailles-tu en ce moment? Alors, le prochain projet dans l'immédiat, c'est eh bien, le 3e volume de la série de Poul Anderson, La Hanse Galactique, en cours de publication au Bélial. Il y aura en tout 5 volumes, en principe un par an, puisque bon, Poul Anderson ne doit pas devenir trop envahissant. Toujours au Bélial, une grande nouvelle, puisque depuis le décès de Lucius Shepard, survenu il y a 3 ans, on ne pouvait plus le publier tant que la succession n'était pas réglée. Je n'ai pas eu de détails malheureusement, mais il semblerait qu'il y avait des contrats en souffrance, etc. Et ça s'est débloqué récemment, et Olivier Girard, dès qu'il l'a appris, il a acheté les droits d'une novella que nous avions déjà repérée et qui paraîtra en 1 heure lumière, et que je vais traduire très très vite pour une parution au printemps, quoi. Et en attendant d'autres projets, on va pouvoir reprendre tout ce qu'on avait laissé de côté autour de Lucius Shepard, qui est vraiment un de nos auteurs préférés à tous. Pour d'autres éditeurs, je n'ai pas... Non, peut-être qu'on me fera une offre que je ne peux pas refuser, mais pour l'instant non. Bon, je continue de travailler sur ma collection Baskerville en dépit de résultats, de chiffres de vente totalement désastreux. Ça, c'est le manque de visibilité, malheureusement. Et puis voilà, quoi. Bon, j'ai discuté avec un ami écrivain, on a peut-être un projet en commun, mais d'essai. Un essai sur Poul Anderson, que nous admirons tous les deux et sur lequel nous avons fait de nouvelles découvertes en creusant un peu plus les textes. Bon, mais ça, c'est encore embryonnaire. Je ne peux ni dire quand ça sera publié, ni à quoi ça ressemblera. Pour l'instant, c'est simplement mis d'accord. Il faudra qu'on se voit l'année prochaine. Pas de problème. Quels sont tes derniers coups de cœur en matière, alors que ce soit en matière de livres, cinéma ou séries? Alors, je suis un très mauvais public pour les séries, je ne regarde jamais. Je trouve,
Alors c'est ce que disait Lucius Shepard, c'est totalement intraduisible. X-Files me once, shame on you. X-Files me twice, shame on me. C'est-à-dire, la première fois, je me suis laissé phagocyter. Et la deuxième fois, si je recommence, c'est vraiment de ma faute. Donc, je trouve que j'ai pas tellement de temps à consacrer aux séries, surtout quand on se rend compte qu'on doit passer des heures et des heures pour regarder quantité d'épisodes. La seule série ces dernières années que je regardais avec plaisir, c'était Sherlock. Parce que je savais que c'était tous les ans, on avait 3 ou 4 téléfilms d'1 heure et demie, et puis après, on passait un an à en discuter pour chercher à comprendre. Donc ça prend pas trop de temps. Et le cinéma, malheureusement, c'est pareil, je suis très mauvais client. J'achète régulièrement, je ne vais pas au cinéma parce que je ne supporte plus les conversations au téléphone portable et la sonorisation à outrance dans certaines salles. Donc je regarde des DVD, mais ça peut être des films récents ou des vieux films, etc. Je picore dans ma collection. Mais je suis vraiment pas, je suis pas bon public en matière d'audiovisuel. Et lecture, le problème c'est que je lis beaucoup de choses, mais c'est le plus souvent pour mon travail, quoi. Là aussi c'est pareil, j'ai accumulé une pile à lire complètement catastrophique. Je me suis aperçu récemment que j'avais 2 romans de Christopher Priest de retard, alors que c'est un de mes auteurs préférés. Je crois que je travaille trop. Et pour finir, tu donnerais quel conseil aux jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine de la traduction? Ne pas mettre leurs œufs dans le même panier. C'est le conseil que je donne aux étudiants que j'ai encadrés, parce qu'il y en a, les 3 jusqu'à présent que j'ai encadrés, ont vraiment la niaque, qui veulent devenir traducteurs, mais bon, et je m'efforce de les aider. Là j'ai joué pas mal les entremetteurs avec des éditeurs durant ce festival, les présenter, leur montrer leurs travaux déjà publiés, parce que certains ont déjà publié des traductions de nouvelles dans des revues à droite à gauche. Mais comme je l'ai dit, la traduction, les éditeurs se sont rendus compte que ça coûtait cher. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont plus les moyens ni le temps de revenir longuement sur une traduction défectueuse. Donc, ils préfèrent travailler avec des gens qu'ils estiment de confiance, avec leur écurie, quoi. Quand X a déjà fait traduire 3 ou 4 bouquins à Y, il lui en donne un, il sait que ça sera rendu en temps et en heure et qu'il n'y aura rien à faire dessus, sauf en cas de malheur, quoi. Alors qu'avec un débutant, pour eux, c'est une quantité inconnue, malheureusement. D'accord, bah écoute, je te remercie. Je t'en prie.